Bonjour, je vous propose un petit tirage particulier aujourd'hui, basé sur les dessins animés de notre enfance, les films de Disney. J'ai une petite pochette avec des cartes. C'est pas que Disney en fait, il y a aussi Pixar et il y a aussi, il y en a quelques-uns qui sont ni l'un ni l'autre. Mais en gros, c'est quand même les films d'animation type Disney, on va dire. On va en prendre 3 et vous allez pouvoir faire votre choix. Et ensuite, on va aller partir en exploration, en introspection et voir ce que ce film que vous aurez choisi nous invite à questionner. Donc, voici les 3 films. Le premier est Cendrillon. Le deuxième est Toy Story. Justement, un Disney Pixar. Et le troisième est La Petite Sirène. Lequel choisissez-vous? Et puis ensuite, on va avoir besoin d'un dé pour aller regarder tout ça. Donc je fais ça un petit peu brouillon aujourd'hui. C'est volontaire parce que je repoussais le moment de tourner cette vidéo. Je suis pas forcément très à l'aise avec le face caméra. Et en fait, j'en avais marre de repousser, donc je me suis dit que j'allais démarrer comme ça directement. Parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de cartes à part ces 3, enfin à part les cartes Disney, mais j'essaierai de vous montrer des images parce qu'on va quand même travailler avec les personnages et les thèmes de ces films. Donc on peut avoir des images, mais je ne les ai pas en physique, en carte. Donc j'essaierai de vous les intégrer à la vidéo pour qu'on ait quand même un petit peu plus de visuel que ce paysage qui est somme toute magnifique avec cette guirlande lumineuse. Et puis moi, bien sûr. Mais donc j'essaierai d'intégrer ça. Et puis sinon, on a juste besoin d'un dé. Non, j'ai oublié aussi mes petites feuilles de référence. Que voilà. Donc, le principe est simple. Une fois que vous avez fait votre choix parmi ces 3 films, on va pouvoir tirer au dé un personnage, un objet et une citation du film et voir ce que ça nous dit. Pour chacun des films, on a donc 6 personnages, 6 objets et 6 citations qu'on va aller tirer au dé. Et puis on a aussi quelques questions. Donc c'est parti pour le choix 1, qui est donc Cendrillon. Si vous avez choisi Cendrillon, voici ce que le film vous propose de vous poser comme question. Premièrement, en quoi j'ai besoin de me libérer de mon passé? Est-ce que je crois cela possible? Est-ce que j'attends que quelqu'un ou quelque chose vienne me sortir de ma situation? Qu'en est-il de l'équilibre du donner et recevoir dans ma vie? Voilà déjà pour les questions. Vous pouvez, si vous voulez, les noter dans un cahier et puis mettre pause et y répondre, ou alors les noter pour plus tard. Vous pouvez aussi vous poser ces questions-là avant de dormir et demander à recevoir des réponses dans vos rêves ou dans votre inconscient par le biais de la période de sommeil ou des rêves. Et puis, on va tirer un personnage.
Donc non, d'abord donc c'est pas des objets, c'est des thèmes. C'est moi qui les fais, hein, mais j'avais oublié. Donc c'est des thèmes. On a 6 thèmes qui sont extraits du film de Cendrillon. Donc lequel nous intéresse aujourd'hui, sur lequel on peut porter notre attention pour le choix, pour les personnes qui ont fait le choix du film Cendrillon. C'est le 6. Et donc le thème, c'est les corvées dans Cendrillon. Donc ça va avec la question, l'équilibre du donner-recevoir dans ma vie. C'est vrai que les corvées, il y a une bonne partie du film de Cendrillon qui parle des corvées qu'elle a à subir avec sa belle-mère et ses sœurs, ses belles-sœurs, ses demi-sœurs. Donc, il y avait pas mal de thèmes. Il y avait des thèmes. Il y avait la pantoufle de verre, il y avait le rossignol, chante rossignol. Vous êtes tombé sur les corvées, donc c'est pas le plus joyeux des thèmes. Vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous faites dans votre vie par obligation, à contre-cœur, ou alors qu'est-ce que vous faites peut-être de bon cœur, mais qui vous est demandé par quelqu'un d'autre et qui est fait essentiellement pour servir quelqu'un. Est-ce que vous faites des choses qui vous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qui vous empêchent à d'autres niveaux de prendre soin de vous ou d'écouter vos propres besoins? Qu'est-ce que vous faites par corvée? Je pense qu'on a tous des obligations, en tout cas des choses dont on s'acquitte parce qu'on choisit d'assumer certaines responsabilités, même s'il y en a qu'on a l'impression de ne pas avoir choisi. C'est quand même souvent un choix de s'acquitter de ces choses-là parce qu'on ne veut pas avoir de problème ou on veut en tirer un bénéfice par ailleurs. Et puis, il y a des choses peut-être qu'on fait par habitude ou par automatisme, qu'on ne questionne plus, alors que peut-être elles ne nous font pas du bien. C'est comme ça que j'entends le mot corvée. Et d'ailleurs, dans Cendrillon, pourtant, c'est un personnage qui est très lumineux, mais on sent bien que ça lui pèse, quoi. Donc, quelle est la place des corvées dans votre vie? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que les choses que vous faites par obligation, dans quelle énergie vous êtes pour les faire? Est-ce que vous voyez ça comme des choix ou comme vraiment quelque chose que vous subissez, auquel vous êtes contraint par quelqu'un d'autre ou par quelque chose que vous considérez comme une autorité indiscutable? On va tirer le dé pour choisir un personnage. Enfin, pas pour le choisir du coup, pour tirer un personnage. Numéro 1, et c'est la marraine la bonne fée. Donc ça c'est cool parce que en fait je m'aperçois que dans les personnages il y avait très peu de ressources et la marraine la bonne fée c'est vraiment typiquement l'allié de Cendrillon. C'est elle qui va faire office de charnière en fait entre la vie horrible de Cendrillon et puis sa métamorphose, sa nouvelle vie, son rêve qui devient réalité. C'est vraiment grâce à la marraine que tout peut changer. Et quand elle apparaît, on comprend qu'elle avait veillé sur elle depuis qu'elle veille sur elle depuis toujours. C'est un peu comme son ange gardien, c'est un peu comme on peut y voir nos guides, on peut y voir les êtres du monde subtil qui veillent sur nous. Donc là, ça tendrait à nous dire que vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être quelqu'un de votre vie, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est une vraie aide pour vous dans votre entourage. Ça peut être aussi, comme on disait, un guide dans le monde subtil que peut-être vous connaissez ou alors que vous ne connaissez pas. Enfin, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous faites déjà appel.
Et ça peut être aussi en vous-même qu'il y a une bonne fée qui veille sur vous. En fait, c'est pas incompatible. Ça peut être si vous faites déjà appel à vos guides, on vous confirme que vous êtes bien entouré, que vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Si ce n'est pas le cas, si vous ne faites pas ça, pour moi là, on vous invite à le faire. N'hésitez pas à demander clairement à vos guides de se manifester, de vous soutenir si vous avez encore justement ces corvées, en tout cas ces choses de votre vie qui vous pèsent. On vous invite à demander de l'aide et à avoir confiance que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu. Et à avoir confiance que tout peut changer, parce que là, clairement, Cendrillon, en fait, au moment où la marraine apparaît, elle venait de perdre espoir complètement. Elle dit, c'est fini, je ne crois plus en rien. Et hop, la marraine apparaît. Donc, c'est pour vous dire vraiment de ne pas perdre espoir, d'être vraiment confiant ou confiante dans le fait que une vie magnifique et merveilleuse et magique vous attend. Et vous êtes vraiment soutenu, autant vous subissez certaines choses là au niveau de votre vie, autant il y a d'autres choses qui sont là près de vous et qui vous portent peut-être sans que vous vous en rendiez compte. Donc demandez, et par ailleurs, ayez confiance aussi, prenez conscience en tout cas de cette possibilité de soutien aussi en vous-même. Soyez en fait la bonne fée pour vous-même, parce que on n'est jamais on n'est jamais petit et victime totalement. On peut être victime de certaines choses, et encore, le sentiment de victime, c'est un sentiment, mais il n'y a pas d'un côté les bourreaux et de l'autre côté les victimes. On a toutes les facettes en soi-même. Et donc, peut-être aussi que si vous vous sentez victime, c'est que le bourreau, il est quelque part à l'intérieur de vous-même. Parce que quand on s'oblige à faire des choses, on est en quelque sorte, on s'oblige soi-même. Donc si on s'oblige soi-même, c'est qu'on se contraint soi-même et qu'on se subit soi-même. Donc on a à la fois le bourreau en soi et le tyran en soi, et le tyrannisé, le personnage qui subit les choses. Et donc, on a aussi le sauveur en nous-mêmes. Donc, le sauveur, ce serait, en tout cas, pour ne pas être dans ce triangle, on va parler plutôt de soutien. Ce soutien, il est vraiment en soi. On peut aussi le trouver à l'extérieur et dans des êtres incarnés ou non, mais on peut aussi trouver un vrai soutien en soi-même, notamment s'il s'agit de corvées et de choses qui ne nous conviennent pas, qu'on se laisse imposer par l'extérieur. Le soutien, la bonne fée, elle va venir pour dire stop à ça, poser des limites, prendre soin de la petite Cendrillon qui est en nous. Et voilà ce que je dirais. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. On va tirer une troisième fois le dé pour avoir une citation tirée de Cendrillon. Encore. La citation, elle est tirée d'une chanson. Elle dit « Même si ton cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. » Voilà, belle conclusion. Donc ne pas perdre de vue. C'est un joli, tirage, c'est pas vraiment un tirage, mais un joli jeu avec Disney. Plein d'espoir en fait, ce choix-là. Là, il semble que vous ayez un moment difficile, avec des choses que vous avez l'impression de subir, qui vous écrasent un peu. Et là, on vous dit vraiment, il faut y croire, parce que la bonne fée n'est pas loin. Et le rêve va devenir réalité. Donc
Donc voilà, je vous le souhaite de tout mon cœur. Merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance. Je vous retrouve lundi prochain, le 1er décembre, pour ouvrir notre première enveloppe du calendrier de l'Avent, si ça vous tente. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite. Bienvenue si vous avez choisi Toy Story. Donc on va commencer, je ne sais plus si j'ai expliqué ça dans le premier choix ou dans l'introduction, mais on va pouvoir tirer le dé, lancer le dé pour avoir des thèmes sur ce film de Toy Story, un personnage et une citation. Et premièrement, les questions posées par le film de Toy Story sont les suivantes, que vous pouvez méditer. Quelles sont les identités avec lesquelles je me définis? Quel est mon rapport à la rivalité? Si je repense à mes jouets d'enfant, qu'est-ce que je ressens? Est-ce qu'un jouet particulier me vient à l'esprit et pourquoi? Donc si vous voulez mettre pause, écrire ces questions, mettre pause et y réfléchir, vous pouvez. Sinon, vous pouvez aussi vous poser ces questions avant de dormir et voir ce qui vous vient dans vos rêves. Quels sont les messages que vous envoie votre inconscient à travers vos rêves? Ou si ce n'est pas les rêves, ça peut être aussi le lendemain matin où il vous vient des prises de conscience, des réponses ou des idées par rapport à ces questions, à ces thématiques. Et puis, on va tout de suite lancer le dé pour avoir un thème dans Toy Story. 4. Le thème, c'est les cadeaux d'anniversaire. La scène des cadeaux d'anniversaire dans Toy Story, qui est particulière parce que c'est une scène qui crée beaucoup de peur chez les jouets qui guettent l'arrivée des nouveaux jouets. Ils ont très très peur et quand ils voient qu'ils ne vont pas être remplacés, c'est l'exultation, c'est le soulagement. Donc ça nous dit plein de choses, ça nous parle d'avoir peur de se faire prendre sa place, d'avoir peur de ne pas être utile, de ne pas mériter de rester, de ne plus mériter l'amour. Ça peut nous parler d'un enfant par exemple qui naît, qui est tout seul dans le foyer, qui a tout l'amour de ses deux parents ou d'un de ses parents, enfin, qui a tout l'amour pour lui, et puis il y a un deuxième enfant qui arrive et là il peut y avoir l'impression de se faire prendre sa place, de ne plus recevoir autant parce qu'il faut partager l'amour, il faut partager l'attention. Donc ça m'évoque ça, mais ça peut se traduire de plein de manières. Donc en fait, il y a vraiment ce moment de l'anniversaire. Il y a aussi, ça fait aussi à Noël, en fait, pour les personnages des jouets, où ils sont sous pression. Il y a cette épée de Damoclès qui est un nouvel arrivant, qui soit menaçant. Et en fait, c'est quelque chose qu'ils vivent en tant que jouet, mais c'est vrai qu'on peut vivre ça, cette sensation-là, en tant qu'humain, de se faire remplacer, d'avoir peur que quelqu'un prenne trop de place ou tout d'un coup de ne plus être utile et de ne plus être aimé. À côté de tout ça, c'est vrai qu'il y a donc ces montagnes russes émotionnelles que les jouets vivent au moment de l'arrivée des cadeaux. Et ce qui est intéressant et assez triste, c'est que personne ne se doute. Déjà, on ne sait pas que les jouets, on ne sait pas qu'ils ont des émotions. Et donc, on ne se doute pas de cette torture intérieure qu'ils ont à vivre au moment des cadeaux, alors que l'anniversaire, c'est un moment de joie pour les humains. Les jouets, pour eux, c'est vraiment quelque chose de très compliqué à vivre.
Donc, et encore, il y a quelque chose d'assez beau dans la fraternité qu'il y a entre eux, parce qu'ils sont tous dans cette appréhension-là. Et puis il y a tout le système de radio pour aller enregistrer ce qui se passe, les petits soldats qui transmettent les informations et tout ça. Donc c'est beau à ce niveau-là, mais en fait, c'est quelque chose qui peut se vivre aussi de cette façon-là. Chez nous, chez les humains, le fait de souffrir en silence, parce que c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément bien admis, de vivre de la rivalité, un sentiment une peur de perdre sa place, une envie d'attirer l'attention, de garder l'amour pour soi, et tout ça, c'est des choses qui sont assez humaines et qui sont motivées par un besoin de sécurité, mais qui ne sont pas forcément bien admises dans leur manifestation. Et donc, quand on ressent ça, on peut avoir tendance à le garder pour soi et donc à vivre des montagnes russes en silence, et donc à se sentir assez seul. C'est pour ça que je disais que là, les jouets, ils sont tous ensemble, en tout cas au début, et après, c'est Woody qui se retrouve pour le coup très seul, parce que c'était le jouet préféré, donc il était toléré dans ce rôle-là, cette position-là. Mais quand il se fait prendre sa place, il est complètement anéanti, parce qu'il avait l'habitude d'être le préféré. Donc quand Buzz arrive et prend sa place de préféré, en fait, il a cette chute, ce truc très difficile à vivre, et en plus il est seul au monde parce que les autres jouets en fait ne le soutiennent plus. Ils sont tous soulagés de ne pas avoir été remplacés. Et en plus, ils sont tous en admiration devant Buzz, le nouveau jouet qui remplace Woody. Donc Woody, c'est terrible quoi ce qu'il vit. Je compatis beaucoup. Alors on va aller tirer au dé un personnage de Toy Story, numéro 3. Et c'est Andy, notre personnage. Donc c'est intéressant parce qu'on avait aussi Woody et Buzz. Et c'est Andy qui ressort. Donc là, dans tout ce que j'ai raconté, alors c'est vrai que on avait comme thème l'anniversaire, donc c'est l'anniversaire d'Andy. Mais je me suis placée du point de vue des jouets. Et alors Andy, c'est intéressant parce que il a aucune conscience de ce qui se passe. Il a aucune conscience entre guillemets du mal qu'il fait, parce qu'il fait pas exprès. Mais le fait de laisser tomber Woody, le fait de choisir tel jouet plutôt que tel autre, c'est quelque chose de très naturel. On a tous fait ça, on a tous eu des jouets préférés, et puis on a tous laissé des jouets à l'abandon qui nous intéressaient plus, sans savoir que peut-être on a fait des dépressifs parmi nos jouets. Mais là, Andy, c'est le personnage vraiment clé du film, parce que tous ces jouets lui appartiennent. C'est des jouets qui sont dont toute la vie tourne autour de l'amour d'Andy. Et en même temps, Andy lui-même, il n'a pas conscience de tout ce qui se passe et de tout ce qu'il crée et de toute cette vie émotionnelle qu'il y a juste à côté de lui, en fait. Je trouve ça intéressant parce que comment ça vous parle par rapport à votre expérience? Est-ce que Andy, c'est vous? Est-ce que ça pourrait être vous? Est-ce qu'il pourrait y avoir près de vous des souffrances, des émotions que vous ne voyez pas? Et en même temps, voilà, il n'est pas question de culpabiliser ou quoi que ce soit. Là, c'est pour mettre en lumière des choses. On ne peut pas, en fait, quand les émotions sont vécues chez quelqu'un en silence, on ne peut pas forcément s'en rendre compte. Parfois, on peut tomber de haut en se rendant compte que quelqu'un a vécu quelque chose de difficile sans qu'on puisse s'en rendre compte et l'aider. Donc, est-ce que ça peut être vous, Andy, ou alors est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce que vous êtes du côté des jouets et qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne voit pas ce que vous vivez?
à qui vous cachez votre souffrance. En tout cas, là, il y a une notion de non-dit, de quelque chose à creuser, quelque chose qui est derrière les apparences, derrière une apparence de joie et d'épanouissement. Il y a peut-être des peurs très intenses qui se manifestent, mais qui ne sont pas reconnues. Donc, voyez comment ça vous parle concrètement. Là, il y a juste une demande de mettre en lumière, pour moi, de mettre en lumière, de reconnaître des émotions, d'essayer de voir ce qui est caché, peut-être aller questionner, alors que ce soit, si vous êtes Andy, aller questionner peut-être les personnes auxquelles vous pensez, en essayant de voir si ça va, si la personne a besoin de parler, a envie d'exprimer quelque chose. Et puis si vous êtes du côté des jouets ou de Woody, essayez peut-être, alors le pauvre Woody il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas censé parler, mais vous pouvez en fait aller voir la personne et essayer, alors je dis vous pouvez, c'est facile à dire, on ne peut pas toujours s'exprimer et avouer ses sentiments et ses montagnes russes intérieures, mais voyez si vous sentez de le faire, d'aller en quelque sorte avouer que parfois telle et telle chose sont compliquées pour vous et que vous aimeriez recevoir de l'écoute peut-être par rapport à ça. Et si vous ne sentez pas de faire ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire une lettre sans la donner, ou en la donnant, c'est vous qui voyez, mais écrire la lettre avec tout ce que vous aimeriez, tout ce que vous avez sur le cœur et que vous aimeriez dire à la personne. Si vous ne vous en sentez pas capable, juste vous l'écrivez, tout ce que vous aimeriez qu'elle sache, cette personne, et puis ensuite vous jetez la lettre ou vous la brûlez ou vous la gardez, mais au moins le fait d'avoir exprimé, au niveau subtil, la personne va recevoir la substance de... Ah, j'ai plus de batterie, il faut que je branche le téléphone. Elle va recevoir la substance, l'essentiel de ce que vous avez voulu exprimer. Donc c'est un acte symbolique qui peut être puissant et qui peut débloquer certaines choses en fait, qui pourrait amener éventuellement la personne à venir vers vous pour que vous puissiez ensuite vous exprimer par la parole. Mais ça permet de dépasser une première barrière, le fait d'écrire. Ça peut être écrire, ça peut être aussi juste formulé par la voix en étant seul, juste exprimé pour pas que tout reste enfermé et intérieur. Je vais... Ok. On est branché. Voilà. On va maintenant tirer une citation du film. Alors, Alors, c'est Woody qui parle. Et il dit « Ce que je voudrais dire, je ne peux pas le dire en présence de jouets pour le premier âge. » J'aime beaucoup cette phrase. Donc là, il y a encore bien une histoire de non-dit. Il y a de la colère en fait. C'est pas seulement des émotions de tristesse, il y a sûrement de la tristesse au fond. Une grande peine et un déchirement, enfin quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a aussi de la colère parce que là, en fait, du coup, s'il disait les choses sans mâcher ses mots, bah, il serait vulgaire, il serait sûrement agressif. Si c'est quelque chose que vous vivez, je pense que la technique d'écrire une lettre ou de parler mais seul et peut être bien parce que ça permet de... Si vous allez directement voir la personne pour lui parler, s'il y a de la colère, ça risque de sortir d'une façon qui pourrait blesser ou braquer la personne à qui vous parlez et c'est pas ça qu'on veut. Enfin, c'est peut-être pas ça que vous voulez.
Et donc, au moins faire un premier filtrage, une première évacuation de vos émotions intenses, de vos non-dits, avec une méthode comme ça détournée et qui agit sur le plan subtil et énergétique. Pareil, c'est peut-être... est-ce que c'est des sentiments que vous reconnaissez en vous-même? Est-ce que vous êtes OK pour ressentir ces sentiments-là? Parce que s'il y a de la colère, de la violence, c'est des choses qui sont des expressions de la vie en soi, mais qui ne sont pas forcément bien vues en société, ou même soit vis-à-vis de soi-même. Souvent, quand on ressent ce genre de choses, on les juge sévèrement, ce qui crée le fait de... Alors, on les juge sévèrement quand on les ressent, et on les juge sévèrement quand quelqu'un d'autre les ressent et les exprime. Souvent, en tout cas. Et c'est ce qui crée les non-dits, parce qu'on ne s'autorise pas à ressentir ce genre de choses, et encore moins à les exprimer, alors que c'est vraiment, ça fait partie des émotions humaines. Donc voyez s'il y a quelque chose que vous pouvez accueillir un petit peu plus en vous-même ou de la part de quelqu'un de votre entourage. Si vous êtes du côté d'Andy et que vous avez une personne dans votre entourage qui peut-être vit ce genre de choses, est-ce que la colère ou est-ce que les sentiments intenses peuvent avoir leur place ou non? Comment on peut composer avec tout ça? Ben voilà pour ce petit tirage. J'espère que... Enfin, ce petit jeu. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura apporté des éclairages intéressants sur votre situation. Merci de votre présence. Si vous voulez me retrouver lundi prochain, le 1er décembre, on ouvrira notre première enveloppe du calendrier de l'Avent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le film de la petite sirène. Alors, on va tirer au dé des thèmes du film et un personnage et une citation. Et premièrement, je vous propose 3 questions, enfin plusieurs questions que pose ce film et que vous pouvez vous poser à propos de votre propre vie ou situation. Alors, ces questions sont: en quoi je me démarque des autres? Quelle est ma place dans le collectif, dans ma famille ou dans mon clan? Quels sont les désirs que je réfrène, que je ne m'autorise pas à suivre, et pourquoi? Quel est mon rapport à l'autorité? Donc, vous pouvez mettre pause si vous avez envie d'écrire ces questions dans un carnet et d'essayer d'y répondre maintenant. Sinon, vous pouvez aussi vous poser ces questions avant d'aller dormir et demander à votre inconscient de vous apporter des réponses dans vos rêves ou le lendemain matin, en fait, à travers d'avoir des choses qui se mettent en place pendant le sommeil et d'avoir des prises de conscience, des nouvelles idées qui vous arrivent le lendemain matin ou après la sieste. On va tirer au dé un thème tiré de la petite sirène. Alors le thème ici, c'est tempêtes et tourbillons. Alors ça me fait penser à la tour dans le tarot. C'est quelque chose qui nous chamboule, qui nous remue, qui nous déstabilise. Et dans la petite sirène, il y a plusieurs tempêtes, enfin il y en a au moins 2. Il y a la première où elle vient de découvrir, elle vient de voir le bateau des humains et son cher et tendre Eric. Et le bateau subit une tempête et Eric est sur le point de se noyer, elle le sauve de la noyade. Et la deuxième, c'est beaucoup plus tard dans le film. Ouais, c'est ça, c'est après
le faux mariage entre Eric et la sorcière. Et en fait, la sorcière, Ursula, elle redevient pieuvre. Et elle attaque, je crois que c'est elle qui crée la tempête. Et elle attaque le bateau. Donc tout ça, ça nous parle d'être malmené par la vie, par les éléments, et de se sentir tout petit, petit et impuissant, d'avoir l'impression d'avoir une force colossale au-dessus de soi et d'être brinque-ballé, de ne pas avoir vraiment de libre arbitre et de se sentir malmené par les éléments et donc de se sentir malmené par les événements de la vie. Avoir l'impression de ne rien maîtriser, de subir les événements et d'être chahuté. Est-ce que cette thématique vous parle dans votre vie à un certain niveau? Est-ce que vous vous sentez chahuté, malmené par les éléments? Et en même temps, dans les aléas comme ça, intenses de la vie, il y a souvent des vérités qui émergent, des réalignements sur ce qui est vraiment important, mais on ne le voit pas forcément tout de suite, et puis on peut être pris dans le tumulte de la souffrance, quelque chose qu'on vit comme violent. Donc on va piocher, on va tirer un personnage, la petite sirène, et c'est Eureka. Alors Eureka, c'est le goéland, l'ami d'Ariel. En fait, j'ai l'impression que Eureka, déjà, c'est le lien d'Ariel avec le monde des humains, le monde qui l'a fait rêver, qu'elle a envie de rejoindre. C'est Eureka qui l'introduit dans ce monde-là, qui lui apprend des choses. Moi, il lui apprend n'importe quoi, mais il lui apprend quand même des choses. Et c'est grâce à Eureka qu'elle voit... Non, je croyais que c'était lui qui lui montrait le bateau la première fois, mais non, en fait, je crois que c'est elle qui le voit. Mais en tout cas, c'est un peu quand même comme un entremetteur entre Ariel et Eric, et entre le monde de l'eau et le monde de la terre, le monde des humains. Et donc, c'est comme s'il permettait des passages, il permettait le passage entre la vie d'avant et la vie d'après. C'est comme un moteur dans la tempête pour avancer, pour dépasser les limitations, pour dépasser, parce que en fait, sans Eureka, elle aurait peut-être quand même, elle se serait peut-être intéressée au monde des humains, mais disons qu'il précipite les choses, quoi. Et puis, elle, quand elle va visiter le monde des humains, elle se base sur ce qu'il lui a raconté. Du coup, beaucoup d'erreurs, mais il est sa première porte ouverte sur le monde des humains. Et lors de la deuxième tempête, enfin avant la deuxième tempête, c'est ça, c'est avant la deuxième tempête, oui, c'est ça. Je me remémore parce que je n'ai pas regardé récemment, mais je connais quand même bien. Ariel pleure, elle n'a pas de voix, donc elle pleure en silence, parce que Eric a choisi une autre femme, et il est sur le point de l'épouser. Et en fait, Eureka arrive pour annoncer qu'il vient de voir la future épouse du prince, et que c'est la sorcière, en fait. Et c'est ça qui fait réagir Ariel, qui la sort de son abattement, et qui déclenche son action. Et suite à ça, elle va aller rejoindre le bateau, et puis tout le reste va découler de ça, y compris la tempête, les tourments, les tourbillons et tout de la fin. Je regarde parce qu'il y a aussi Sébastien dans les personnages. Et alors Sébastien, c'est aussi un grand soutien. Ce serait plus Sébastien le soutien et l'aide d'Ariel. Un petit peu comme les Jiminy Cricket pour Pinocchio. C'est un peu sa conscience et le rappel des règles et tout ça.
Mais donc, c'est pas Sébastien qui est ressorti, c'est Eureka. Ouais, je pense que Eureka, en fait, la grosse différence entre eux, c'est que Sébastien, il n'était pas du tout d'accord pour qu'Ariel aille explorer, aille à la surface, s'intéresse, tout ça. Et quand elle veut signer un pacte avec la sorcière, pareil, il n'est pas d'accord. Lui, il est plutôt du côté du roi, du roi Triton, qui lui demande de la surveiller, de la canaliser. Il est d'accord parce qu'il obéit au roi, quoi, mais... Et Eureka n'est pas du tout là-dedans, il serait plus... En fait, Eureka, je le vois un petit peu comme le mat, où le fou, il est en dehors du système. La preuve de ça, c'est qu'il raconte complètement ce qu'il veut sur... il affabule, il invente, et pour lui, c'est tout à fait naturel. Enfin, c'est pas un problème de dire probablement qu'il... S'il avait su vraiment à quoi sert une fourchette, il l'aurait probablement dit, mais comme il ne sait pas, bah, il invente. Et c'est un petit peu l'électron libre. Donc là, dans la thématique, dans votre situation où vous êtes peut-être, vous vivez un peu la tempête sous certains aspects de votre vie ou de votre situation, là, Eureka vous invite à définir vos propres règles, à ne pas suivre forcément les règles préétablies ou les conventions, les trucs que tout le monde fait, ou la façon dont il faut se comporter normalement dans cette situation, mais à définir vos propres lois, donc bon, peut-être pas au niveau législatif, mais en tout cas à vous sentir libre de ne pas suivre ce qui est prescrit. J'ai l'impression qu'on vous dit que les changements bénéfiques se trouvent derrière les portes les plus improbables et les solutions peuvent être rencontrées à travers les biais les plus improbables. Sentez-vous libre d'expérimenter des nouvelles solutions, des nouvelles idées, des choses qui n'ont pas été testées, que peut-être vous voyez d'une certaine manière et que vous êtes le seul ou la seule à voir comme ça. Parfois, c'est des initiatives ou des perspectives qui permettent de débloquer les choses là où des solutions conventionnelles n'auraient pas fonctionné. Alors, on va tirer une citation pour voir si ça nous précise un petit peu les choses. La 5. Ah! Alors ça, c'est une citation qui vient de Ursula dans sa chanson. Elle dit « Ne sous-estimons surtout pas l'importance du langage du corps. » Elle le chante normalement. « Ne sous-estimons surtout pas l'importance du langage du corps. » Donc bah là, ça nous dit de ne pas miser que sur le mental. Et de vous intéresser à ce que vous dit votre ressenti dans cette situation. Oui, c'est ça, ça peut être les ressentis, ça peut être un langage intérieur, des chuchotements, des trucs assez discrets. Et puis ça peut être aussi le langage du corps, c'est aussi les maladies, les problèmes que le corps exprime et qui sont en fait son langage. Quand on n'est peut-être pas assez à l'écoute de ces recommandations subtiles, bah, il peut avoir des recommandations moins subtiles qui passent par des problèmes de santé. Entre autres, ça peut se manifester de plein de manières. Mais le langage du corps, ça peut être ça. Ça peut être aussi comment vous avez envie de vous mouvoir dans l'espace, comment se positionne votre corps face aux événements dont il est question ou aux personnes dont il est question. Quel est le comportement de votre corps si vous vous placez dans ce personnage, par exemple, d'Eureka, qui n'a pas vraiment de limite, qui n'a pas vraiment de règles, et qui fait
ce que bon lui semble, sans se soucier de ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas, sans se soucier des conventions, sans se soucier de la réalité, de ce que tout le monde interprète comme étant la réalité. Est-ce que votre corps, par exemple, est-ce qu'il se mettrait à danser? Est-ce qu'il vous emmènerait plutôt vers telle activité plutôt que telle autre? Et comment vous vous sentez à l'intérieur avec tout ça? Comment vous vous sentez dans la tempête? Comment vous vous sentez vis-à-vis de ce qui a envie de sortir de la tempête ou de ce qui ne se sent pas bien dans la tempête? Comment vous vous sentez en prenant un point de vue complètement différent et anarchique ou anarchiste vis-à-vis de cette situation? Je me rappelle Eureka quand le vent se lève et il est complètement, il s'envole, le vent l'emporte. Il dit le vent se lève, j'aurais dû prendre un chandail. Et en fait, je sais plus, il s'envole quoi. Ça évoque bien, je trouve, son personnage qui va au gré du vent, qui n'est pas attaché. Il essaie de s'attacher, je crois. Il essaie de se tenir à une corde mais bon, après, voilà, ça marche pas. Mais il n'est pas attaché, il n'est pas contraint en fait par quoi que ce soit, il va au gré du vent. Et donc, qu'est-ce qui se passerait si vous aviez cette liberté, si vous laissiez s'exprimer cette liberté vis-à-vis de ce qui vous chahute, si vous n'aviez aucune attache, aucune obligation, pas de règles à respecter à part les vôtres? En fait, il y a cette idée aussi que la tempête, peut-être, elle nous malmène quand on essaie d'y résister. Si on se laisse embarquer par le vent, par les tourbillons, bon bah, on est chahuté, oui, mais il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de résistance. Le vent va être beaucoup plus fort si on s'attache, par exemple, et qu'on résiste au vent, il va nous frapper de plein fouet et ça va pouvoir être plus douloureux. Alors que si on se laisse embarquer par le vent, quand on est embarqué par le vent, on ne sent pas le vent en fait, parce qu'on va à la même vitesse. C'est ce qui se passe avec les montgolfières. On ne sent pas le vent en montgolfière parce que on se déplace avec lui. Et c'est ça que m'évoque aussi Eureka, c'est que au moment où il s'envole, c'est un petit peu comme ça qu'il vit sa vie, même quand il n'y a pas de tempête, c'est qu'il va au gré du vent. Ça peut être aussi une ressource pour vous, ça, de se laisser un peu chahuter sans opposer de résistance. Et qu'est-ce qui se passe en fait si vous faites ça? Est-ce que les tourbillons ne sont pas plus supportables? Ça, je vous laisse répondre à cette question, ce sera le cas ou pas. Et ne sous-estimez pas l'importance du langage du corps. Parce que c'est souvent le mental qui résiste, qui s'oppose au tourbillon. C'est pas le corps qui résiste au tourbillon, le corps il s'adapte. Voilà ce que je dirais pour cette petite guidance. J'espère que ça vous aura parlé et apporté des éléments intéressants par rapport à votre situation. Retrouvez-moi si vous voulez lundi prochain. On sera le 1er décembre et on ouvrira la première enveloppe de notre calendrier de l'Avent de guidance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.